Nous partons cette semaine non loin de Bruyères, découvrir un village situé au cœur de la vallée de la Vologne et traversé par deux ruisseaux. Direction Décimont et ses près de 300 habitants. Rencontre avec trois d'entre eux. Nicolas Balland est exploitant agricole, il élève un troupeau de bovins allaitants et également des moutons. En fin d'émission, focus sur la manufacture vosgienne d'émaillage avec Richard Jean-Pierre. Installé depuis 2013, le site fait partie des 3 derniers émailleurs de façon en France. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Éric Aubry, vous êtes le maire de cette commune. On arrive à la fin de votre deuxième mandat, on y reviendra. Mais dites-nous, qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien ici à Décimont? Décimont, c'est un petit village qui est attractif par rapport à sa position déjà, parce qu'on est près de la départementale, on a accès un petit peu partout. Nous ici, Gérardmer, Remiremont, Épinal, on est à peu près à égale distance. Donc pour les gens qui doivent se déplacer pour travailler, c'est assez facile. Le village est accueillant parce que les gens déjà ils sont accueillants, donc on se parle, tout le monde se parle dans le village. Moi je ne suis pas originaire d'ici, mais il y a 40 ans, donc ils m'ont déjà adopté, puisque aujourd'hui je suis maire, donc, mais c'est un village accueillant, sympathique. Et on s'y sent bien. On s'y sent bien, exactement. Un village qui a des atouts aussi, on le voit juste derrière nous, on l'entend peut-être, il y a encore une école. Pour vous, c'est aujourd'hui quelque chose qu'il faut absolument conserver, c'est un RPI. Mes prédécesseurs, ils ont souhaité, parce que ça a été fait comme ça déjà depuis l'époque, ils ont toujours souhaité garder l'école à Décimont. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, même si on voudrait à tout prix nous la faire fermer. Mais ici, déjà, on a des enseignantes très compétentes. Et on peut l'entendre, on les entend crier, donc ça aussi, ça ravive un peu le quartier pour les gens qui habitent autour. C'est une vie dans un village, une école. C'est ça, exactement. Ouais. Donc une partie des enfants sont ici, 19 à peu près. Alors et puis ici, 19, et les autres sont à l'Éponge, au village d'à côté. Ça attire des jeunes, des familles, des jeunes actifs. Est-ce qu'on peut encore s'installer ici? Est-ce qu'on sent que voilà, c'est un critère de choix quand on s'installe? C'est un critère, mais étant donné qu'on a un RPI, ça veut dire que les petits ne seront pas ici, mais ça peut être un critère pour les plus grands. Et ici, dans le village, effectivement, on a un lotissement qui a été créé par un privé. Donc aujourd'hui, il y a une maison neuve qui vient d'être construite, qui est disponible à la vente. Et il peut encore y avoir 3 parcelles disponibles. Et éventuellement, sur la commune, il y a encore peut-être quelques endroits. Par contre, tout ce qui est maison du village, tout est occupé, quoi. Quelques résidences secondaires quand même, mais autrement, pratiquement toutes les maisons, même anciennes, ont été occupées, rénovées. Il y a aussi des associations. On parlait de vie dans le village. Les associations font largement partie. Le foyer rural est surtout très actif ici. Alors le foyer rural, effectivement, le foyer rural a plus de 40 ans d'existence. Et donc, il fonctionne très bien. Donc, il y a beaucoup de bénévoles qui y participent. Et le foyer rural permet d'avoir des activités, pratiquement dans la semaine, il y a des activités 3 jours par semaine. Et la volonté aussi de mes prédécesseurs, c'est qu'il y a eu à l'époque l'embauche sous couvert des foyers ruraux d'un animateur de territoire. Et aujourd'hui, ils sont 2. Et ils regroupent justement toutes les associations du secteur et dans un collectif d'associations, ce qui permet d'avoir aussi des activités pour les enfants. Et donc nous, souvent, on met la salle à disposition pour toutes ces activités. On peut dire que ça va chez vous aujourd'hui à Décimont, alors j'ai l'impression. Pour moi, ça va très bien à Décimont, donc on n'a pas de soucis particuliers. Les projets, est-ce qu'il y a quand même 2-3 petites choses d'ici la fin de ce mandat? Alors les projets qui sont en cours, on a 2 dossiers en cours principaux actuellement. C'est le remplacement de l'éclairage public sur les 3 quarts du village par des LED. Et puis de la vidéoprotection aussi sur les axes principaux du village. Il y aura un autre mandat pour vous, en tout cas une candidature pour un prochain mandat. Alors même si tout le monde dit que c'est compliqué, moi j'ai pas de souci particulier en tant que maire. J'avais souhaité peut-être ne pas me représenter par rapport à l'âge, mais bon, le conseil municipal étant jeune et ayant leur activité, donc aujourd'hui, ils ne souhaitent pas encore reprendre la relève. Donc je suis même sûr que je vais repartir pour un mandat. Avec plaisir. Avec plaisir, voilà. Affaire à suivre alors. Merci Éric pour votre accueil. Nous partons maintenant à la rencontre de Nicolas Balland. Nicolas Balland élève des moutons et des vaches de différentes races. Tous sont destinés à la viande, vendue dans une boucherie familiale. L'exploitant agricole s'est installé il y a quelques années en reprenant la suite d'un agriculteur partant à la retraite. Nicolas, merci de nous accueillir sur votre exploitation. Alors, des vaches et des moutons ici, c'est ça? Combien d'animaux vous avez? C'est ça, une trentaine de vaches allaitantes et la suite. Ce qu'on appelle la suite, c'est les veaux, les genisses et les bœufs.
Et les moutons, on a 150 mères. Et pareil, la suite agnelle pour la reproduction, les futures reproductions et les agneaux de cette année. Alors on voit qu'ils sont à l'intérieur cette année. C'est une année un peu particulière. Ça fait 2 ans qu'on subit du parasitisme énormément. Les produits sont de moins en moins efficaces. Et on a la FCO que tout le monde a entendu parler l'année dernière, qui réapparaît là depuis à peu près un mois de temps. Donc pour prévenir tout ça, on les rentre. Vous composez avec des choses sur lesquelles on n'a pas trop la main, quoi. Oui, et puis c'est surtout que c'est des agneaux qui sont normalement censés manger de l'herbe toute l'année. Donc c'est plutôt problématique. Puis voilà. Enfin, on a de l'herbe dans les parcs en plus, donc c'est dommage. Depuis combien de temps vous êtes sur cette exploitation? Donc ça fait 5 ans que j'ai repris l'exploitation de M. Gremier Francis, qui part en retraite. C'était une opportunité. Mon beau-frère agriculteur dans le village d'à côté, il m'en a parlé. J'ai fait des études agricoles, voilà, c'était toujours resté dans un coin de ma tête. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Voilà. Cette exploitation, c'était une exploitation de vaches laitières avant, c'est ça? Vaches laitières, oui. On a raménagé le bâtiment des vaches laitières en bergerie. Et le bâtiment des génisses reste pour nos vaches allaitantes. Et qu'on est en train d'agrandir un petit peu parce que c'était des logettes et c'est pas facile pour les vélages. Quelle race en vache alors? En vache, nous avons toutes, j'exagère, beaucoup de races. De la Salers, de la Limousine, du Ready Black, de la Vosgienne bien sûr. J'en oublie sûrement un peu de croisée. Pourquoi alors voir cette multitude de races? La ferme, toute la vente de la ferme part dans une boucherie familiale qui est à ma sœur, à Saint-Nabord. Et c'est un choix pour que les clients puissent avoir plusieurs races dans le rayon, pas forcément toujours la même toute l'année. Et toutes les races, finalement, celles que vous avez, peuvent vivre ensemble, ont le même mode d'alimentation, etc. Alors on reste basé sur des races, alors ce qu'on appelle un type herbagère, sachant que toutes les vaches mangent quand même de l'herbe, mais assez rustiques, assez petites, entre guillemets, en taille, pour avoir une conduite de troupeau à peu près identique. Comment vous nourrissez justement toutes ces vaches? 95% de la surface de l'exploitation est en herbe. Les 5 autres % sont pour des céréales en autoconsommation. Et puis pour la paille, on va dire le plus possible à l'herbe, sauf des années un peu spécifiques, et au foin après le reste de l'année. Alors un métier que vous avez vu évoluer ces dernières années, parce qu'avant d'être sur l'exploitation, vous étiez déjà dans le domaine agricole tout de même. On doit faire face à tout un tas de choses. On a parlé des moutons tout à l'heure, des normes gouvernementales qui évoluent, le climat aussi. Comment on s'adapte, comment on fait aujourd'hui pour être agriculteur? Est-ce qu'on est toujours aussi passionné par son métier malgré tout ça? Alors si on n'est pas passionné, je pense que comme beaucoup de métiers, il ne faut pas le faire. C'est parfois compliqué. Des fois on se demande pourquoi on a choisi ce métier. Mais dans l'ensemble, c'est quand même plaisant. J'ai eu un veau hier, voilà, quand ça se passe bien, c'est plaisant, oui. Les aléas climatiques, depuis que je suis installé, j'ai eu la pluie, j'ai eu la sécheresse. On va dire que cette année, c'est à peu près la seule année normale dans notre secteur. On s'adapte, on n'a pas le choix. Voilà, le climat, on n'a pas trop le choix. Donc vous nous disiez, par contre, pour les canaux de vente, donc tout part donc d'abord à l'abattoir, bien évidemment, et ensuite à la boucherie donc familiale, c'est ça? Voilà, c'est ça. Tout est tué, soit à l'abattoir de Rambert, soit à l'abattoir de Mercourt. Et tout est distribué à la boucherie de ma sœur. Ouais. Eh bien, écoutez, on sait tout. Merci beaucoup Nicolas pour votre accueil ici à Décimont. Nous partons maintenant à la manufacture vosgienne d'émaillage. La manufacture vosgienne d'émaillage est encore récente dans le paysage de l'industrie, à peine 10 ans, et pourtant elle s'est faite une place de choix. On en parle avec son PDG, Richard Jean-Pierre. Richard, merci de nous accueillir à la manufacture vosgienne d'émaillage. Alors vous avez repris ce site en 2015. Oui, pourquoi? C'est une entreprise qui a été créée ici en 2013. Bon, c'était un pari un peu fou, je ne vais pas rentrer dans le détail, de 3 retraités avec des anciens salariés de l'émaillerie de l'Est à Beauménil suite à la fermeture. Voilà, ils ont essayé de redémarrer ou de sauvegarder un savoir-faire vosgien qui était en train de disparaître. Et ils ont créé donc la manufacture vosgienne d'émaillage ici dans ces locaux. Et comme ils étaient à la retraite, ils avaient 65 ans tous les 3, ils se sont donné 2 ans pour redémarrer une activité d'émaillage dans les Vosges. Et au bout de 2 ans, donc, ils ont vendu. Et nous, on est arrivés avec Laurent, mon associé. On était 2 anciens salariés de la papeterie de Docelles. Et à la fermeture de la papeterie, on avait envie de créer une entreprise ou de reprendre une entreprise industrielle. Et on a découvert ce site et on s'est décidé en janvier 2015 pour reprendre l'entreprise et essayer de la développer, ce qu'on a fait depuis 10 ans. Un univers complètement différent. Un univers complètement différent de la papeterie, bien entendu. Déjà en termes de taille, on reste une TPE. Alors que la papeterie, effectivement, c'était une grosse entreprise. Techniquement parlant aussi, c'est complètement différent, mais ça reste de l'industrie.
c'est ce qui nous intéressait. Un beau défi, donc ça fait maintenant 10 ans. On a maintenant 10 ans, on a fêté nos 10 ans en juillet 2015. Ouais. 15 salariés. 2025, pardon. On peut dire que l'aventure se déroule plutôt bien pour l'instant? Avec des hauts et des bas, mais oui, on s'était fixé comme objectif au début d'avoir un projet de développement et d'investissement par an. Et je dois dire qu'on les a quasiment tous menés à bien, grâce au soutien notamment des élus. On a réussi effectivement à développer l'entreprise comme on le souhaitait pendant 10 ans avec aujourd'hui un parc machine qui est récent par rapport à nos autres confrères émailleurs, puisqu'on a la machine la plus ancienne à 9 ans. L'activité principale, c'est donc l'émaillage, ici, hein, c'est bien ça. Quand on dit émaillage, on parle de quoi et de quel ustensile? Qu'est-ce qu'on émaille ici? On s'est rapidement spécialisé dans l'émaillage de la fonte et dans l'émaillage plus particulièrement de la plancha. On est, je pense, le plus gros en Europe émailleur de plancha, donc on reste un émailleur à façon, c'est-à-dire qu'on émaille les pièces que nous envoient nos clients. Et on a comme clients, donc ça représente 80% à peu près de notre activité, on a comme clients les 4 plus gros fabricants de plancha en Europe. Voilà, Le Marquier, Forge Adour, Camping Gaz, Saut Magique, pour ne pas les nommer. Donc c'est un métier très particulier, puisqu'on doit faire adhérer ce qu'on appelle de l'émail vitrifié, c'est-à-dire une vitre, sur de la fonte. Donc il y a tout un tas d'étapes, il y a 3 étapes essentielles, et notamment une double cuisson à 830 et à 780 degrés dans le four que vous voyez derrière vous. Les 3 grandes étapes, si on doit les citer tout de même. Les 3 grandes étapes, c'est le grenaillage, donc la préparation de l'état de surface. Ensuite, l'application d'une sous-couche de masse et une première cuisson à 830 degrés pour faire dégazer la fonte. Et ensuite, l'application de la couche de finition alimentaire, noir brillant, que l'on cuit à 780 degrés dans le four. Et donc, combien de planchas sortent chaque année, mois, chaque semaine? Chaque année, notre année record, on a fait 65 000 planchas. Aujourd'hui, on est entre 40 et 50 000 planchas par an, ce qui représente peut-être 70% des planchas vendus en magasin en fonte émaillée qui sortent d'ici. Qui sortent d'un atelier vosgien. C'est important, un atelier où l'artisanat est encore très présent. Ça reste très manuel et très artisanal. Alors pour l'instant, que de la plancha, ou majoritairement de la plancha. L'idée, c'est de développer justement la gamme de produits. Effectivement, on a diversifié les clients en plancha, mais on n'a pas diversifié le produit. On est toujours monoproduit, donc ça, c'est toujours dangereux. Si vous avez un creux, comme ça a déjà arrivé dans le marché de la plancha en général, pour nous, c'est dangereux. Donc effectivement, on cherche à se diversifier depuis toujours. Et la diversification aujourd'hui peut passer et devrait passer par ce qu'on appelle le culinaire, c'est-à-dire la cocotte en fonte émaillée. Donc là, on commence à avoir des clients. Et la diversification est également passée par la création, il y a 3 ans, de l'atelier de l'émail, où là, on fait de la signalétique émaillée sur tôle. Donc il y a une synergie, mais c'est plus un atelier d'impression. Donc ça fait partie de la diversification indispensable pour la pérennisation de l'entreprise. Cet atelier de l'émail, principalement, vos clients sont des municipalités, des communes? Principalement, c'est de la collectivité, de la mairie. On a aussi des associations, on a des fabricants de mobilier urbain, on a des designers, on a des architectes et le particulier. C'est très différent de ce qu'on a connu ici, où là, je gère une quinzaine de clients industriels. Là-bas, c'est une multitude de petits clients. Et en plus, comme on avait beaucoup de demandes qu'on était obligé de sous-traiter à ce qu'on appelle des sérigraphes émailleurs, on avait dans un coin de notre tête avec Laurent un jour de le faire nous-mêmes plutôt que de le sous-traiter. Et on a décidé de se lancer il y a 3 ans, mais avec une machine complètement innovante, puisque la dernière étape, c'est de l'impression numérique jet d'encre. Et on a été les tout premiers à acheter cette machine et à la démarrer. Quel du travail. Merci beaucoup, Richard, pour votre accueil. Merci de votre visite. Merci à vous de nous avoir suivis. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine sur Bosch Télé. À bientôt.